Salut Yannick. Bonjour. Comment ça va Yannick? Ça va. Vous êtes avec nous dans cet épisode de La Parole A, prêt à discuter avec nous d'agriculture. On va parler de plein de choses. Tu es enseignant-chercheur spécialisé dans les productions animales à l'ESA, une école basée à Angers. C'est l'une des plus grandes écoles d'agriculture en France, très influente dans l'ouest de la France. Et ça va faire plaisir à notre sponsor du jour, Néolé, qui est sponsor pour cet épisode. C'est une entreprise bretonne spécialisée à 100% dans les produits pour ruminants et qui dispose de sa propre usine, sa propre équipe de R&D. Merci à eux de nous faire confiance. Alors Yannick, avec toi aujourd'hui, on va parler agriculture d'aujourd'hui, mais aussi agriculture de demain. Tu as été et tu es professeur en production animale. Déjà, ça consiste en quoi? Être professeur en production animale, ça veut dire quoi? Ça consiste à former donc des ingénieurs. Donc on leur apprend d'abord ce qu'est la physiologie des animaux, donc comment ils fonctionnent, et après comment on utilise ça pour produire. C'est-à-dire comment on utilise les connaissances biologiques, physiologiques et toutes sortes de connaissances sur les bâtiments, les machines, pour au final produire de l'alimentation des hommes, c'est-à-dire produire du lait, de la viande et des œufs. Dans l'école à l'ESA, c'est un apprentissage sur combien de temps? Alors c'est une école en 5 ans, puisqu'on recrute les gens à Bac+0. Et donc tout de suite en sortie les ingénieurs en France, bac. c'est 5 ans. Et puis on recrute aussi des gens qui ont fait autre chose avant, par exemple qui ont fait un DUT ou un BTS, et qui peuvent rejoindre l'école en 3e année. Comment on apprend les bases de la production animale? Et j'entends aussi cette question vis-à-vis des évolutions, d'évolutions technologiques, des évolutions sociétales, agricoles. Est-ce que les bases sont fondamentalement les mêmes, ou est-ce qu'avec ces évolutions-là aussi la manière de faire apprendre les bases de la production animale ont changé? La science avance, donc y compris les connaissances fondamentales, elles évoluent. Donc les enseignants sont priés de se tenir au courant de toutes ces évolutions. Donc ils sont priés de lire, ils sont priés d'aller dans les congrès. Donc ça nous permet d'enseigner quelque chose qui est toujours up-to-date, en fait. Et après, pour ce qui est de la technique, il faut aller dans les entreprises, il faut aller dans les fermes. Et les visites que l'on fait permettent aux étudiants de se rendre compte de l'agriculture en évolution. Et toi-même, tu fais des visites en ferme pour être au plus proche des éleveurs, des élevages, et pas qu'en France, aussi à l'international, parce que oui. c'est essentiel. Nous, on a une règle, c'est qu'en dernière année, on fait systématiquement un voyage d'études à l'étranger avec nos étudiants, parce qu'on considère que quand on a bien décortiqué, ce qui n'est pas facile, l'agriculture d'un autre pays, quand on revient dans le sien, on le comprend mieux. Et alors justement, essayons de comprendre un petit peu l'agriculture d'aujourd'hui, de demain avec toi. Être enseignant-chercheur, c'est aussi comprendre l'agriculture qui nous entoure. Est-ce que la manière de concevoir l'agriculture aujourd'hui, tu as senti une réelle évolution et une rapide évolution sur ces dernières années, notamment? Ah oui, il y a une évolution très rapide. Alors, qui est dû à un nombre de facteurs très importants, mais il y en a un qui est fondamental, c'est l'évolution générale de la société. C'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas des gens qui vivent en dehors du monde, et ils sont perméables aux évolutions de la société. Et par exemple, autrefois, personne n'avait envie de partir en vacances quand on était agriculteur. Aujourd'hui, personne ne conçoit de ne pas partir en vacances. Parce que les autres professions partent en vacances. Et que souvent, l'agriculteur s'est marié à quelqu'un qui n'est pas du monde agricole et qui a des vacances. Donc, ça influe considérablement la vision du travail. Et l'une des raisons de l'augmentation de la taille des exploitations, c'est pas de grossir pour faire le malin. Les gens grossissent pour qu'il y ait plus de force de travail dans les fermes. Et quand on a plus de travailleurs dans une ferme, on peut prendre des week-ends et on peut prendre des vacances. Donc ça, c'est une évolution sociologique absolument majeure de l'agriculture d'aujourd'hui. C'est vraiment un point sur lequel vous discutez précisément avec les étudiants, avec les futurs ingénieurs, pour on discute de ça en permanence. Comprendre la réalité du métier, les réalités. C'est très important, cette histoire-là. Alors ça, c'est un peu
le constat d'aujourd'hui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel va être l'avenir, quelles vont être les perspectives, à quoi va ressembler la ferme de demain. Première question, Yannick, est-ce que déjà on peut imaginer à quoi elle va ressembler cette ferme, ou ces fermes, je ne sais pas comment on peut le dire, plutôt singulier ou pluriel, ces fermes de demain? Est-ce qu'on peut émettre une hypothèse? Bon, donc en fait, on ne peut jamais dire il y a un Français moyen, il y a un agriculteur moyen, il y a... ça n'existe pas, ça. Donc en fait, on va avoir une typologie avec des types d'exploitation, ça c'est sûr. Il y a toujours des gens qui réussissent à produire et à vivre dans des petites exploitations. Ça existe toujours. Moi, ça fait 40 ans que j'entends dire qu'elles vont disparaître. Elles n'ont toujours pas disparu. Donc, il y en a. Parce qu'il y a des modèles qui permettent de faire ça. Et elles ne disparaîtront pas dans 40 ans? Je ne suis pas sûr, non. Je ne pense pas. Et puis après, on a des exploitations plus importantes, je le répète, en particulier liées au fait que les gens veulent pouvoir ne pas être tout le temps sur l'exploitation. Et ça suppose d'avoir des plus grosses exploitations. Et ensuite, il y a une certaine déprise dans le monde agricole, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de gens. Et donc, ça aussi, ça concourt à l'augmentation de la taille des exploitations. Puis, il y a un autre phénomène qu'on voit poindre. Et je ne sais pas si c'est le meilleur des modèles, mais il est en train de poindre. C'est le fait que des gens qui, souvent, sont les successeurs de leurs parents sur une exploitation, en fait, ont changé de monde. Ils sont devenus... ils ont une autre profession. Ils n'ont pas suivi la lignée familiale. Mais ils vont quand même garder la ferme et ils vont en confier l'exploitation à des sociétés qui aujourd'hui se structurent pour faire ça. Alors je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est ni bien ni mal, mais c'est comme ça. C'est quelque ça, chose c'est ce qu'on voit pointer là aujourd'hui. Qui arrive. Yannick, tu parlais justement de la baisse du nombre d'éleveurs. Si on prend le recensement agricole 2020, on constate une baisse de 30% du nombre d'élevages en France sur la dernière décennie et par ricochet des dizaines de milliers de postes en moins. Est-ce que la ferme de demain peut être attirante? Dans le cas, il faut qu'elle le soit, ça c'est sûr. On en discute souvent ça dans les milieux professionnels, dans les réunions. Cette année, la journée laitière départementale dans d'autres régions discutait de ça. C'est-à-dire qu'on était en train de se dire, aujourd'hui, on manque de porc en France, donc le prix du porc est plutôt correct. Le prix du lait est plutôt correct, jamais assez élevé, mais enfin il est... donc globalement, on manque de tout. Donc, il n'y a quasiment plus aucune filière autosuffisante en France. Non, on est d'accord. Donc en fait, on n'a pas trop de mal à trouver des marchés. Et malgré tout, le moral de très nombreux agriculteurs est au plus bas. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui coince, quoi. Et ça, c'est effectivement lié à cette question-là. Est-ce que c'est aujourd'hui très agréable de vivre dans certaines exploitations? Effectivement, ça, on peut se le poser la question. Et je pense que l'une des raisons, c'est que les gens sont parfois débordés. C'est-à-dire ils ont une pression mentale au travail qui est très, très importante. Et ils sont débordés de boulot. Alors comment on recrée un engouement? Comment on peut endiguer un peu ce problème-là? Est-ce que justement, au sein de l'ESA, l'école dans laquelle tu enseignes, c'est l'une des pistes de recherche de comment casser cette digue-là? Oui, alors ça peut se faire en combinant, en fin de compte, au minimum 2 ou 3 spécialités. Donc il y a la production végétale, la production animale, qui sont les bases techniques, et les sociologues. En fait, c'est avec les sociologues qui décortiquent ce que font les agriculteurs qu'on arrive à comprendre ce qu'ils ont envie de faire, ce qui ne va pas, leurs envies, leurs aspirations, et qu'on peut peut-être proposer ou contribuer à proposer des modèles d'organisation des exploitations qui sont plus agréables, qui sont vivables, qui sont intéressants en fait, quoi. Donc de plus en plus l'agriculture va devenir sociologique, quelque part. Elle l'a toujours été, parce que la sociologie encore rurale, plus, j'ai l'impression, la sociologie rurale, ça ne date pas de hier matin, et on a quand même eu des grands sociologues ruralistes qui ont bien observé les évolutions agricoles, ça c'est sûr. Oui.
Parlons un petit peu de technologie et d'innovation dans tout ça. Est-ce que les avancées technologiques vont permettre peut-être de généraliser encore plus certaines pratiques, ou ça va davantage spécialiser pour comprendre à quoi elle va ressembler cette ferme de demain, et à quel point la technologie va prendre une place là-dedans auprès de l'agriculteur? D'abord, la technologie soulage. Quand on est passé de la charrue à cheval à la charrue derrière un tracteur, ça soulage, hein, physiquement. Bien sûr. Et quand on passe de la traite à la main à la machine à traire, ça soulage. Et quand on passe de la machine à traire au robot de traite, ça soulage encore. Donc en fait, aujourd'hui, souvent les gens qui traient, qui ont encore la salle de traite classique, quand on a un troupeau assez important, par exemple 120, 150, 180, 200 vaches, parfois la traite, ça devient quelque chose, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, ça devient presque insupportable. Et donc le robot, c'est une solution qui n'est pas parfaite, mais elle amène des soulagements. En particulier, par exemple, les gens qui ont les épaules complètement fusillées par la traite, ben ça les soulage. Le fait de ne pas être obligé d'être à une heure très précise tous les jours à la traite, ça soulage. Donc ça ne va pas changer radicalement la manière de faire de l'agriculture, par contre, ça va... parce que quand on a une traite... alors, l'autre aspect des choses, c'est qu'un certain nombre de machines font un certain travail, type traire, mais il y a aussi les machines qui sèment. Toutes ces machines, en plus de faire ce qu'on leur demande de faire fondamentalement, elles collectent de la donnée. Une machine à traire, ça mesure tous les jours, certaines d'entre elles, le poids de la vache. Ça dose tous les jours, ou presque tous les jours, le taux de progestérone du lait, qui est le reflet de la progestérone du sang. Ça mesure tous les jours la production de la vache. Donc tout ça, ça crée des grandes bases de données. Et de plus en plus, on arrive aussi sur des données statistiques sur comment se déplacent les animaux dans l'espace, comment elles peuvent interagir avec les autres bêtes. Là, on peut mettre des capteurs sur les vaches, oui, bien sûr. Oui. Et tout ça peut permettre, si on le fait bien, de récupérer, si elle est bien moulinée, de l'information sur ce qui se passe dans le troupeau et d'en déduire des actions et des systèmes de management des animaux, ou du sol, ou de la plante. On parlait des animaux, et justement, on va faire un petit jeu ensemble, Yannick, parce que tu as un petit secret qu'on va révéler aujourd'hui. Tu n'es pas passionné que par l'agriculture, tu es aussi passionné de musique. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut le dire, tu es quand même chef d'orchestre de l'harmonie du pays de Guingamp, c'est pas rien. Et du coup, je voulais qu'on parle un peu animal et musique. On a parlé du bien-être des éleveurs, du bien-être des animaux. Et il y a plusieurs études qui ont démontré que la musique pouvait jouer un rôle majeur sur la productivité, sur le bien-être des animaux. Du coup, le jeu est très simple. Je vais te faire écouter des extraits musicaux. Et tu me dis si ces musiques-là peuvent justement être des musiques qui amènent du bien-être aux animaux ou pas. De toute façon, je pense qu'on va très vite s'en rendre compte. Donc, je te fais écouter la première et tu me dis si les musiques, à chaque fois, peuvent stimuler ou non les cheptels. La première. La voici. Alors ça, c'est la symphonie pastorale, en plus, de von Beethoven. Oui. Donc ça, plutôt oui, pour les animaux. Oui, ce qui compte, c'est qu'on fasse un fond musical qui protège des autres bruits. C'est-à-dire ? En fait, la musique en agriculture, les animaux peuvent être terriblement stressés quand un bruit nouveau, imprévu, arrive dans l'élevage. Une fourche qui tombe, hein, ça peut rendre un taureau fou. Et donc, la musique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle atténue les variations des bruits. Et donc, ce qu'il faut, c'est des fonds musicaux plutôt calmes et qui englobent et qui font une espèce d'atmosphère cotonneuse autour des animaux qui va, en fin de compte, tamponner tous les autres bruits. C'est ça l'idée de la musique. Alors ça, c'était de la musique classique. Si on passe sur quelque chose comme ça. Oui, je pense que ça irait. Oui, ça, c'est Nina Simone, du jazz. Oui, ça irait. Est-ce que les vaches, mais je ne sais pas si elles sont sensibles au jazz. Elles sont très jazzy. Je répète, sensibles au bruit intercurrent, quoi. Alors du coup, on va tenter autre chose. Tu me dis si ça marche, ça.
Ben non, ça va faire des... Non, ça va pas. Ça va faire la même chose qu'un outil qui tombe. Alors, j'avance un petit peu, hein. Voilà. Ah oui, alors là, je pense pas. Donc non, les animaux, l'électrodance, ça marchera pas. Ben, sauf si on la met peut-être à un niveau bas. Quoi. Ce qui compte, c'est qu'il soit, je répète, dans une atmosphère un peu feutrée, un peu cotonneuse, quoi, qui fait qu'ils ne sont pas stressés. Donc pour l'instant, dans les innovations pour l'agriculture de demain, les discothèques pour animaux, a priori, c'est pas Mais par contre, prévu. avec mon orchestre, j'ai souvent participé à des concours d'animaux où on faisait de la musique type un peu comme il y a dans les spectacles de cirque pour accompagner les présentations d'animaux. Ça, je fais ça assez souvent. Tiens, je te fais écouter une dernière musique. Ça, c'est un groupe auvergnat qui s'appelle Oiseau, qu'on connaît bien en Auvergne et qui a fait une chanson qui s'appelle L'Agriculteur. Oui, oui, je pense que ça va aller. Ça passe, ça ? Ouais. Ça va, ça swing un peu. Moi, je suis sûr que les animaux dans les prés, ils swingent, ça, j'en suis certain. Alors, je ne sais pas si par contre ça swing à l'école, Yannick, mais on le disait, tu es professeur, enseignant-chercheur à l'ESA d'Angers. Les étudiants, j'aimerais bien qu'on parle un peu du rapport quand même entre les études et l'agriculture. Qu'est-ce que vous leur dites au tout début, dès qu'ils arrivent à Bac+0 dans l'école? Est-ce que vous leur dites « fuyez pauvre fou » ou non, c'est le plus beau métier du monde? Nous, on le fait, donc c'est le plus beau métier du monde. D'habitude, les étudiants qui viennent chez nous, ils viennent un peu en connaissance de cause quand même. Alors, pas tous. Il y a des gens qui viennent des villes. Ils ont beaucoup de choses à apprendre quand même. Ouais, et puis il y a des gens qui arrivent avec une vision très bucolique et très bobo de l'agriculture. Trop idéalisée. Là, on est obligé de tranquillement les ramener à la réalité du monde. Mais ça, c'est les stages en ferme, c'est les TP, c'est les visites qui permettent de les amener progressivement à la réalité agricole. Et est-ce que le profil type des étudiants qui viennent a aussi un peu évolué, c'est-à-dire peut-être plus de personnes qui vont venir d'un milieu plus urbain, plus de femmes peut-être aussi? Oui, alors il se trouve que comme les éleveurs sont moins nombreux qu'avant et qu'ils ne se reproduisent pas plus que les autres, on a moins d'enfants d'éleveurs qu'avant. Alors nous, on est une école qui a toujours beaucoup d'enfants d'éleveurs. On est peut-être un peu moins d'à 20%, mais on a beaucoup d'enfants d'éleveurs qui sont attirés par l'ESA d'Angers. Alors oui, on a des gens du monde citadin, mais il y a des citadins qui embrassent les études agricoles de manière très gourmande et qui s'en sortent hyper bien. Et oui, il y a plus de femmes, parce que je me rappelle que quand je suis le responsable de la 5e année en production animale. Donc ceux qui sortent. Hein. Voilà, et quand j'étais très jeune prof, il y a 30 ans, il y avait, peut-être, je ne sais pas s'il y avait 20% de filles dans le... Et aujourd'hui, il y en a largement 50% de filles dans la spécialité. Bien sûr que oui. Donc on s'est rendu compte quand même que le profil type des éleveurs et ceux qui arriveront demain aussi sur le marché du travail a changé. Et peut-être avec d'autres convictions aussi, de nouvelles idées. Ah, ça c'est sûr. Les gens qui sont dans les écoles d'agriculture sont aussi dans le monde, quoi. Donc forcément, si le monde change, nos étudiants changent et évidemment, ils voient le monde comme tous les citoyens, en fin de compte. Yannick, je vais t'offrir une transition. On arrive doucement là sur la fin de notre interview et à chaque fois à l'invité, on laisse une carte blanche. C'est 30 secondes offertes à l'invité pour parler d'absolument ce qu'il souhaite. Moi, j'interromps pas. Le micro est à toi. T'aimerais nous parler de quoi? Et je crois que c'est un peu un rapport avec ça, justement. Oui, forcément, je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse, mais je suis convaincu, parce que je le vois, que les agriculteurs qui ont une formation solide font une carrière complète. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne se retrouvent pas à 45 ans devant une sorte de mur qui fait qu'ils arrêteraient. Et on voit des gens qui, à 45 ans, disent « moi je n'en peux plus, je m'en sors plus et j'arrête ». Et ça, c'est pas vrai chez les gens qui ont reçu une formation très solide. Alors ça peut être chez nous, mais ça peut être dans plein d'autres formations agricoles. Et du coup, je pense que ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont réussi à
à faire un picking un peu dans leur formation, où ils ont bien allié des connaissances scientifiques et techniques extrêmement solides, un socle, et qu'ils ont mis derrière des très bonnes compétences de gestion, probablement des compétences un peu de sociologie, et qu'ils sont capables de décrypter la marche du monde de manière à faire évoluer leur exploitation autant que de besoin en fonction de cette évolution du monde. Tu prêches bien pour ta paroisse, on voit qu'il y a de l'expérience là. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Parole A, épisode sponsorisé par Néolé. On les remercie encore une fois. Et puis cet épisode, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit en vidéo sur YouTube, en podcast aussi sur votre plateforme de streaming et sur le site bien sûr lecomptoirdeseleveurs.com. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.